Bonjour. Bonjour. Donc, merci de m'accueillir, en fait, d'être présent. Et je m'appelle David Castrigione et je suis directeur de Projet Collectif en Inclusion à Montréal. C'est un organisme à Montréal qui fait partie de l'action communautaire autonome. Et ce que je veux présenter, en fait, j'ai une perspective inclusive de développement, un nouveau cadre de référence. C'est pas nouveau du tout. Je voulais qu'on passe. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Je veux juste partager la démarche qu'on a fait au sein de l'organisme dans une posture, comment dire, éthique de la conception occidentale d'être humain, en fait, ou la plus répandue en Occident, parce que quand même, il y a plusieurs. Donc, on a fait ces démarches pour orienter nos actions, mais aussi pour reconnaître les apprentissages qu'on pouvait porter ensemble avec les gens avec lesquels on travaille, avec les communautés qui on travaille. Et donc, nous, en fait, il y a une définition des missions qu'on change souvent, dépendamment du contexte et du public. Des fois, pour les bailleurs de fonds, c'est une chose, des fois, peut-être beaucoup. Et ça fait partie de la résistance, en fait, par rapport à cette idée de mission. Je sais pas si... Donc, on n'est pas là-dedans. On essaye de ne pas avoir des missions, mais il faut présenter une mission. Donc, on va dire qu'on essaye de diminuer les sources d'exclusion et des problèmes de santé mentale de la communauté. Et je m'arrête là parce que quand je dis santé mentale de la communauté, on fait une critique de la santé mentale. Donc, il y a un changement d'angle que des fois n'est pas... En fait, on ne voulait pas nommer santé mentale. Il fallait nommer santé mentale. Donc, comment on les nomme? On dit de la santé mentale, pas des personnes vivantes. Donc je ne sais pas si vous comprenez, mais on voulait changer l'angle sur mettre des focus sur une vision collective de ce qu'on nomme en Occident comme étant le mental. Et que d'autres communautés vont parler d'esprit ou même qui ne vont pas parler de ça du tout, qui vont parler de ta place dans le monde, en fait. Ça dépend. Donc, on est plutôt là-dedans. Donc, mais il faut traduire ça dans un contexte montréalais avec des réductions des comptes et tout ça. Donc, on essaie de jouer. Donc, j'espère que les bailleurs des fonds soient ou qu'ils soient là. En fait, ça va être difficile. Et donc, on vise la création d'espaces d'interaction inclusifs. Et ça, c'est disons, si on parle de santé mentale, on va parler plutôt d'espaces d'interaction inclusifs. Et en fait, la présentation, je vais essayer d'expliquer de quoi il s'agit. Et j'ai juste 20 minutes au moins. Et bon, on veut collaborer à la mise en place des changements systémiques. Donc, comme vous autres, je pense. Donc, on collabore, je pense, ensemble avec un langage différent. Et bon, on essaye et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on est comme un peu idéaliste et pessimiste dans la raison, mais bon, on continue. Sinon, ça sera dur de penser qu'on ne va pas changer le système, mais voilà. Et il y a une vision dit inclusive. Le mot est très utilisé actuellement, l'inclusion et tout ça, donc je ne veux pas déconstruire les mots, mais ça se prête pour plusieurs interprétations encore. C'est repris aussi par certains discours, l'inclusion. Donc, même là, on se trouve là-dedans en train de dire, bon, on est pris dans le système pour parler d'inclusion qui a été déjà repris là-dedans. Donc, on est comment on essaie de jouer. Donc, il y a un questionnement initial. Donc, je vous invite à voir l'image qui représente ce qu'on aimerait comme véhiculer comme idée. L'image. Donc, on l'a trouvé, on pensait que ça représente ce qu'on veut comme mettre de l'avant. Donc, il y a une conception interactionnelle écologique de l'être humain que c'est non dualiste et non réductionniste, non dualiste, c'est-à-dire cette idée, c'est très difficile de faire en Occident, il y a comme une lutte constante de dire, on parle souvent des moi et moi et les autres, j'ai une âme, et c'est quelque chose qui est moi, et à l'extérieur, il y a quelque chose d'autre, et j'ai un corps, mais j'ai une âme. Nous, c'est pas ça ce qu'on veut véhiculer dans notre projet, c'est plutôt, si on parle d'un tel moi, d'un mental, c'est une émergence, c'est
quelque chose qui émerge dans les interactions et après, ces espaces d'interaction, bon, on va les porter dans notre corps. On n'est donc pas néocentriste non plus. Donc, ça nous traverse et ça constitue une personne, cette interaction ou cette émergence en interaction. Donc, ici, si j'applique ça, c'est-à-dire que le mental est en train de circuler. Et ma parole, en fait, c'est plein d'interactions de mon équipe et de mon histoire qui est en train de nommer. Et je me les approprie. Et bon, votre regard aussi, mais dans les sentiments que j'existe. Et c'est très agréable. Mais donc, le mental est là, en fait. Et ça se vit quotidiennement. C'est quelque chose que je vais essayer d'expliquer là. Après, et les experts d'interaction inclusive, c'est une réponse aux besoins humains. Donc là, c'est le corps de ma présentation. J'arrive après 10 minutes. Le corps de ma présentation, c'est une réponse aux besoins humains. Donc, la question, c'est, on parle souvent des besoins et on ne se demande pas ce qu'on a besoin. Donc, on a pris une critique des chercheurs dans le show de Manfred Max Neef. En fait, c'est un des chercheurs qui nous a inspirés, ou les principaux, et son équipe, ils se sont demandé, on parle des besoins humains, mais c'est quoi un besoin? C'est quoi les modèles qui sont mobilisés pour parler des besoins? Donc, souvent, on va parler des modèles de Maslow, qui est très incarné, même si on n'en parle pas. Et les déconstruire est vraiment difficile. C'est-à-dire, on va parler des besoins de base, les gens dans le besoin. Et je vais montrer comment on est arrivé, en utilisant ces graphes-là, à déconstruire cette idée. On voulait chercher un cadre qui soit clair. On puisse comprendre facilement les cadres des besoins et universels et particuliers qui répondent à l'ensemble des besoins humains tout en respectant la pluralité humaine. Mobilisatrice, la proposition, parce que plus qu'un cadre, c'est une proposition. Je m'arrête là rapidement. On la construit. On est à construction constante, donc ça ne s'arrête pas dans un modèle. Et je les vois pas juste dans les projets qui ont dans l'organisme, aussi ailleurs, dans les propositions où on problématise souvent cette proposition. Mobilisatrice dans des pistes de solutions et de développement. Développement, il y a un critique même là-dedans, mais bon. Et systémique représente la complexité de la condition humaine, opérationnelle et facilement évaluable. Évaluable dans le sens de je te reconnais. Pas évaluable de je te contrôle. Et ça sera notre présentation, mais je veux qu'on mette l'accent dans nous, on essaye de sortir de cette idée de contrôle et contrôler les désirs occidentaux et contrôle. En fait, on essaye donc l'évaluation pour nous, c'est plutôt, on apprend je te reconnais en fait, en tant qu'humain, comme un besoin essentiel de la foi. Et c'est ouvert à transformation, adaptable au contexte et transdisciplinaire. Et je ne sais pas quelle discipline appartient à la proposition et ça ne nous intéresse pas trop comme donner ça non plus. Donc, pour commencer, la proposition, on fait la différence entre un besoin et une réponse. Et que souvent, dans d'autres modèles, on ne fait pas ces différences. Tout est besoin. En fait, on parle des besoins d'ici, de ça, et on va dire non, il faut vraiment faire la différence entre c'est quoi un besoin, c'est quoi une réponse. Et je ne vais pas aller plus loin, mais aussi, il y a des biens, quand je dis biens, des ressources mobilisées, symboliques et matérielles, qui constituent des réponses. Donc, il y a cette idée de différenciation de c'est quoi un besoin, c'est quoi une réponse, c'est quoi un bien mobilisé, symbolique et matériel. Le besoin n'est pas juste compris comme un manque, il me manque donc les personnes ont besoin. C'est aussi une source, c'est une potentialité. C'est-à-dire, vous allez voir, un besoin essentiel dans notre proposition, dans la proposition de Max Neef, c'est le besoin, par exemple, de participation. Et je demande, ça ne me manque pas juste de la participation, je peux donner des espaces de participation, créer des espaces de participation, affection comme besoin essentiel. Et c'est pas juste je reçois l'affection, je peux donner l'affection. Donc, c'est un potentiel, donc ça ne réduit pas l'autre à cette idée d'il est passif. Bon, ça commence à changer cette conception de l'autre comme moi, il est actif dans l'interaction et ça nous engage. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là-dedans
et il n'y a pas cet autre qui est passif parce que je suis en train de lui donner. Donc, on va sortir un peu de cette idée, même des étapes de développement des besoins, tout ça. C'est plus une complexité qui est en train de se jouer. Donc, c'est pas juste un manque, c'est aussi un potentiel. Voilà. Et là, donc, dans cette idée, Manfred Max Neef et les groupes de recherche, ils se sont dit, les besoins sont universels et sont limités. Et ils ont dit, on a trouvé par les recherches qu'on a fait qu'il y a des besoins qui se reproduisent dans tout. Et j'avoue qu'il y a un peu, mais il le dit aussi, un peu de violence dans tout cadrage, c'est-à-dire d'exclure des choses. Et bon, ils ont dit, il y a ça, ce qu'on a pu identifier. Et donc, les besoins sont 9. Ça, c'est un axe axiologique. Après, il y a un autre axe que c'est existentiel. Je ne vais pas les nommer. Je vais rester dans l'axe axiologique, c'est-à-dire 9 besoins fondamentaux qui sont universels. Et ce qui change, c'est la réponse, dépendamment du contexte. Donc, à Montréal, on a les mêmes besoins, en fait, qu'une personne qui habite dans la communauté Ambera en Colombie. Et ce qui change, c'est la façon d'y répondre. Ils ont trouvé des réponses autres pour les loisirs, la subsistance, la participation, liberté, affection, compréhension, protection, création d'identité. C'est d'autres façons pour répondre. Et, disons, une société comme la nôtre a trouvé d'autres façons de répondre aux mêmes besoins. Donc, ce qui change, c'est les réponses à ces besoins fondamentaux. Donc, on va dire, besoins sont limités, les réponses sont multiples, illimitées. Ça dépend du lieu, des contextes, du temps. Donc, c'est... Après, il y a des types de réponses. Il y a des réponses destructrices. Et c'est des réponses qui vont répondre à un des besoins. Ils se focusent sur un besoin et ils détruisent la possibilité d'y répondre, en plus d'empêcher la possibilité de répondre à d'autres besoins. Donc, souvent, c'est lié aux besoins de protection. Donc, on va protéger et en même temps qu'on élimine la possibilité de se protéger, on élimine la possibilité de liberté, de création, d'affection. Et, disons, les contrôles, les outils, la science peut être une réponse destructrice, dépendamment de comment elle est appliquée, et peut être un empêchement pour répondre à des besoins autres. Donc, il y a des... En fait, je nommais surtout destructrices et synergiques. Bon, limitrice, ça ne va pas permettre nécessairement de répondre à d'autres, même si je me focus sur un des besoins. Mais je vais passer à synergique et c'est des réponses qui vont satisfaire plusieurs besoins en même temps. Donc, comment, par exemple, un processus de recherche, je viens d'entendre vraiment des démarches de recherche que c'était comme, hey, quelle réponse synergique à ces contextes-là. En fait, on est arrivé à entrer en relation, à changer notre compréhension, à être avec l'autre, avec tout ce qu'on est, l'autre ce qui est, et comment ça a permis de répondre aux besoins de compréhension, aux besoins d'appartenance. Moi, je voyais aux besoins de participation, de liberté. Donc, disons, dans cet espace, j'ai pu voir, en fait, moi, j'étais ému aussi d'entendre plusieurs présentations, comment il y avait ces réponses synergiques données. Et au PCIM, pour saisir notre, comment dire, notre contexte et ce qu'on fait aussi, et on a ciblé quelques besoins pour dire on va se focuser quand on va créer certains projets qui vont parler des santé mentale et des besoins. On va cibler 3 besoins en sachant que les projets vont répondre à d'autres besoins. Mais pour faire un suivi, pour les créer, pour avoir des outils de compréhension de qu'est-ce qu'on est en train de faire, on a choisi 3 des besoins. Et c'est un choix quand même arbitraire. Il y a ça quand je dis arbitraire, dans le sens que c'est un choix intersubjectif de discussion ensemble pour dire pourquoi en équipe
on a choisi. Donc, on a fait un processus de discussion pour se dire, c'est ça ce qu'on va choisir. Et identité, participation, compréhension. Et l'espace d'interaction inclusive, donc ça sera une réponse énergique et qui mobilise un ensemble de biens matériels symboliques et qui sont disponibles. Ils vont répondre notamment aux besoins d'identité, de participation et de compréhension. Après, ce qu'on a fait, c'est, bon, oui, c'est facilement compréhensible. Ça veut dire quoi, identité, loisir, subsistance, participation, liberté, on les comprend rapidement. Mais après, quand on se penche, on s'y penche comme à voir et comment on évalue l'identité. C'est quoi? Et comment on va évaluer la compréhension? Et c'est là qu'on a fait une démarche de décortiquer chacun des besoins identifiés, tout en essayant d'être cohérent avec la conception non dualiste, interactionnelle, écologique de l'être humain. Et donc, les besoins d'identité devraient répondre à cette idée si on veut comme être cohérent avec ce qu'on s'est dit au début, en fait, dans notre conception ou dans notre critique de la conception d'être humain qui est portée en Occident. Et donc, une autre façon de nommer l'espace d'interaction inclusive ou ces réponses synergiques, c'est des voies de reconnaissance disponibles, c'est-à-dire il y a les espaces qui nous donnent des voies de reconnaissance. Par exemple, ici, il y a des chercheurs qui me regardent et je me sens exister très fortement, même si je suis un peu nerveux, mais ça me donne un sentiment très fort de reconnaissance. Je sens que j'existe auprès de vous et donc, je les prends. Donc, votre regard, c'est un bien. Il y a François Flau qui va dire c'est un bien vécu commun. C'est-à-dire, c'est bien qui est véhiculé aussi ici par votre regard, votre geste, et ça me permet d'exister, en fait. Donc, il y a ce côté d'identité qui est là et permettant aux participants dans les interactions d'occuper une place significative. Donc, des participants, on va parler, quand on dit des participations, on va parler des différents niveaux de participation. Donc, on va voir les gens sont engagés à quel niveau de participation. Disons, ça peut passer par un niveau d'information jusqu'au niveau des décisions. Donc, on va voir comment les groupes, parce que c'est aussi des projets collectifs, va passer à disons, à des moments où c'est plutôt l'information qui est véhiculée à la décision. Une chose, parenthèse, pour dire, les besoins sont interreliés. Ça, c'est pour une idée conceptuelle. Mais dans la réalité, je dis, ah oui, l'identité et tout ça, mais c'est vraiment, je peux pas les délier quand je parle ici, c'est pas vrai que, ah oui, identité, là, non, c'est pas vrai, en fait. Donc, c'est un mensonge que je vais présenter un peu. Ça permet un peu de comprendre, mais toujours dans l'idée que c'est son intérêt lié et ils vont se mettre de l'avant, en fait. Un besoin va se mettre de l'avant, mais les autres sont là, en fait. Moi, je peux m'ézender, en fait. C'est ça ce qui est présenté. Et donc, on va voir les interrelations. Quand tu dis participation, ne peut pas venir sans compréhension et sans ton rôle, c'est-à-dire ton appartenance à. Donc, si tu évalues la participation, il faut que tu évalues la compréhension, il faut que tu évalues l'identité. Et on va voir dans les échanges comment ces besoins sont actualisés. Et dans les langages d'évaluation, on nous a dit de nommer ça comme des indicateurs. Et donc, ce sont des indicateurs, comme je dis, comment est-ce que j'indique qu'il s'est passé quelque chose ici, mais tu viens de rigoler. Donc, quelle note je donne? Je ne peux pas donner une note à ça. Donc, il faut une narration. Et là, je viens à ce que tu nommais tantôt, écoute, c'est des narrations. Donc, on cherche des romanciers pour évaluer le projet. En fait, c'est des gens qui vont vraiment s'impliquer et ils ont peut-être une habilité de raconter une histoire et de prendre l'essence de ce qui est en train de se passer. Effectivement, nos intervenants vont avoir un grille. C'est une chercheuse en Jaguar, bon, européen, qui a un grille qui s'appelle Prisme, en étant nous l'instrument.
pour faciliter peut-être cette création des espaces ou les reconnaître. Et il y a un grille qui est utilisé dans l'idée de comprendre, c'est-à-dire interpréter la réalité. Moi, en étant l'outil d'interprétation et de compréhension, il faut que je calibre cet outil, c'est-à-dire que je me regarde par rapport à ce que je peux sentir, est-ce que les autres peuvent sentir, est-ce que je pense que les autres peuvent sentir, est-ce que les autres pensent, est-ce que je pense que les autres pensent. Bon, il y a tout un travail à faire pour découvrir des trucs qui est comme opérationnels qu'on essaye de faire ensemble et de les partager en équipe. Et je m'éparpille un peu, mais je pense que ça donne une idée générale du modèle. Je vais finir par les besoins d'identité. Et je ne vais pas présenter comment on l'évalue, je vais présenter certaines prémices dans le besoin d'identité pour la comprendre. Après, en fait, il y a toute une compréhension de c'est quoi les rôles joués, c'est quoi les appartenances, et ça vient, ce que je dis, les sentiments d'exister, la reconnaissance, les moyens de la reconnaissance qu'on va mettre à disposition des gens. Par exemple, quelqu'un parle en moyenne en classe, et pour nous, c'est une pièce ou c'est une réponse destructrice, dans le sens que ça cache l'apprentissage pour montrer une comparaison des unes aux autres, en tout cas. Bon, pour nous, c'est un moyen d'exclusion qui est utilisé souvent dans les milieux universitaires. Et c'est des micro-techniques ou des micro-trucs qui sont véhiculés tout le temps. Donc, on est comme toujours attentif à qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, pour les besoins d'identité, je reviens. Et on dit créer un système d'espace d'interaction inclusive nécessite de prendre en compte l'universalité de notre humanité commune. Je pense que la diversité des façons de l'incarner. Je dis ça, c'est pas... Oui, c'est une lecture, mais c'est pas en termes moraux qu'on les conçoit. Pour nous, cette lecture, ça répond à la condition humaine. Est-ce qu'on a pu peut-être aller voir dans certains gens qui sont intéressés, par exemple, au développement du bébé, à paléontologie, bon, à plein de domaines pour, disons, dire, bon, je pense que ça représente un peu ce truc de l'identité, donc l'universalité de notre humanité commune. Comment? La diversité des façons de l'incarner, comme je disais tantôt, l'interdépendance essentielle de notre espèce. Et je remarque ça, en fait, il y a cette idée qu'on est l'espèce la plus autonome, mais c'est parce qu'on est la plus interdépendant. Disons, ce sont des choses contraires qui s'unissent, mais ce n'est pas possible l'autonomie si on ne dépend pas profondément de notre milieu naturel qui est essentiellement humain. En fait, on est, et vous le savez, en fait, c'est quoi avoir un enfant? Pour ceux qui ont des bébés, en fait, ont eu l'expérience de ça. Mais, donc, l'interdépendance essentielle de l'espèce. Donc, cette idée de soi, on l'a déconstruit dans le sens que peut-être ça n'existe pas, cette chose-là, qu'un homme comme un soi. Et peut-être c'est une construction occidentale qui empêche de réfléchir les rapports humains. Peut-être. À l'organisme, on dit oui, mais si je suis des chercheurs, donc je mets en question. Je n'affirme pas. Et finalement, c'est manifestant dans la pluralité qui compose chaque individu, qui est source de notre autonomie. Donc, on porte en nous des interactions, des espaces d'interaction, et on est fait de ça. C'est dans notre compréhension, en fait, de l'organisme. Donc, à partir de là, on va ajuster, comme je dis, notre interprétation de l'espace. Juste pour donner un exemple, et quand on parle santé mentale, on va dire, ah, cette personne a des problèmes santé mentale. Dans l'organisme, c'est pas ça. En fait, c'est plutôt, et cette personne est en train de nous dire quelque chose sur nous. Il nous dit quelque chose et je suis impliqué là-dedans. En fait, je peux pas... Et, disons, une autre façon de, par exemple, comprendre la santé mentale, c'est cette personne a quelque chose, on l'isole et on lui donne un diagnostic.
s'il faut faire ça, c'est, ben, écoute, il y a une maladie collective qu'il faut résoudre, en fait. Et cette personne est la porteuse de ça. Donc, il faut qu'on s'implique là-dedans.